Fais gaffe, il entend tout, hein. Il y a des micros directs connectés au ciel. Là. Je sais, mais ça m'intéresse. Hein. Que là, c'est le moment où, faut pas dire de bêtises là. Il y a les patrons qui t'écoutent quoi. Tu me disais, toi, t'es de tradition chrétienne, c'est ça? C'est ça, ouais. Mes parents sont chrétiens. Du coup, j'ai eu une petite éducation chrétienne, mais j'ai pas vraiment suivi la pratique quoi. Ça se voit sur tes bras. mais il y en a des fois parmi les chrétiens qui disent on n'a pas le droit au tatouage ou quoi. Et au contraire, moi je les trouve magnifiques tes tatouages. Alors après, il faut voir ce que ça représente, mais bon, je vois pas de tête de mort, je vois pas de. Ouais, non, que des choses sympas, des choses très personnelles par rapport à mon vécu ou quoi. Ouais, c'est mon petit côté un petit peu beauf. Un peu beauf. C'est très beauf de dire non mais ça me représente, c'est important d'avoir ça sur moi. On retrouve exactement celui qu'il y a dans les sketchs. Mais si, c'est ça qui est trop bon. Moi j'ai un petit tatouage, je me l'étais fait à Jérusalem, tu vois. Moi aussi ça représente un moment important de ma vie, t'as vu. Les chrétiens quand ils allaient en pèlerinage là-bas, ils se faisaient régulièrement tatouer une petite croix à l'endroit où le Christ aurait été crucifié. C'est le petit truc un peu rebelle que j'ai fait quoi. Très symbolique. Très discret. Et ta famille, elle l'a pris comment au début, surtout si tu me dis ils sont un peu chrétiens de tradition, ça a pas été mal reçu? Après c'est chrétien tranquillou. Hein. Bon, ma mère est très ouverte d'esprit, donc quand je suis arrivé un jour avec des tatouages, je ne l'ai même pas dit, je me rappelle, je ne l'ai même pas dit, et m'a vu. Après, je les ai fait un peu tard aussi, je les ai pas fait non plus à 16 ans. Je vivais déjà tout seul, ça fait que quelques années que je les ai. Puis toujours, je lui ai dit, je vais me faire ci, je vais me faire ça, j'adore les tatouages, j'aime trop. Donc, elle se disait à un moment donné, le fiston, il va partir en cacahuète. Mais pour le coup, elle doit être hyper fière de toi, ta mère, aujourd'hui, quand elle voit enfin, tout ce que tu as fait avec Yassim. Ça fait combien? Ça fait 8 ans que vous êtes sur les réseaux? Ouais, c'est ça, ça va faire presque 8 ans. C'est vrai qu'elle est fière quand je vais la voir et tout. Elle a toujours en première page sur la télé YouTube, il y a cet homme en premier. Sur le téléphone, il y a toujours un onglet, il y a cet homme d'ouvert. Elle suit à fond chaque nouvelle vidéo qui sort et j'ai un petit message pour me dire ce qui va et ce qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas de toute façon. Mais non, je pense qu'elle est assez fière de moi. J'imagine que pour une maman, moi j'aime beaucoup vos sketchs, mais c'est vrai qu'ils ont un humour particulier. Enfin, elle le prend comment? Des fois, vraiment, en fait, je suis dans ce truc où je balance et des fois, je fais pas gaffe. Et je re-regarde mes vidéos, je fais, mais Tom, là, ta mère, elle a regardé ça vraiment. Elle t'a entendu dire ça, elle t'a vu faire ça. Waouh! Et elle me le dit pas trop, tu vois, elle me le fait pas sentir que putain, Tom, t'es gênant, là, arrête de dire des trucs aussi. Elle me dit, tu dis beaucoup de gros mots, ça faut arrêter. Mais tout le reste, avec les blagues par rapport un peu au cul ou tout ça, elle relève pas trop. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça me gênerait terriblement que ma mère me dise « Oh, trop drôle quand t'as claqué les fesses de la meuf ». Je rigole, je fais pas ça. Hein. Mais voilà, c'est un exemple, tu vois. Mais après, j'assume, j'ai vraiment un humour qu'on appelle l'humour noir, quoi, où j'aime bien tacler un peu tout le monde, que ce soit justement sur les couleurs, les religions, même hommes, femmes, enfin, voilà, appartenance sexuelle. J'aime bien tacler un peu tout le monde, tu vois. Vraiment, je trouve qu'il y a tellement de trucs drôles à faire sur les différences de chacun, tout en restant bienveillant, tu vois, sans être méchant dans le fond. Tu vois, parce que vraiment, en plus, je suis quelqu'un de vraiment bienveillant, mais j'adore me moquer. Voilà, donc c'est un peu peut-être paradoxal, mais... Qui aime bien châtie bien. Enfin, moi, ta bienveillance, je la ressens éminemment. C'est vrai que ton humour, il est épuré, il est corrosif. Qu'est-ce qu'ils vont dire, là, les gens, quand ils vont voir j'invite le producteur des bâtards à l'école? Ouais. Ça serait très drôle de devoir un jour dire une des répliques des bâtards à l'école ou un truc comme ça. Ça pourrait être très drôle. Tu m'invites dans un ouais, franchement, et tout. Avec plaisir. Si tu veux faire une... Avec un prêtre. Ah ouais, tu fais une apparition en mode prêtre et tout, et tu lâches une dinguerie. Franchement, l'invitation est lancée. Allez, je te prends au mot. Nous, de fou, nous, on adore tailler tout le monde. Hein. Lui, il est plutôt musulman? Ouais, lui, il est musulman. Ouais. Là, pour le coup, très pratiquant. Ah ouais? Ouais, il fait 5 prières par jour et tout. Vous êtes amis d'enfance? Enfin, je sais pas, on a l'impression que vous êtes comme frères tous les deux. Quoi. Ouais, bah, c'est un peu ça. Ça fait à peu près un peu plus de 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés quand j'étais encore en études de cinéma. Je fais des études de ciné. Et lui, il était là sur un court-métrage dans lequel j'ai travaillé. Il était là en tant que figurant acteur. Et on s'est rencontrés comme ça. Puis ça a tout de suite collé, quoi. Tu sais, lui, il faisait déjà des petites vidéos de son côté. Moi aussi. On s'est montré. On est cons pareil. Au carré, et ça a marché. Voilà, exactement. Donc il y a des gens comme ça, des fois, que tu rencontres et tu sais que ça va être des partenaires de vie, quoi. Tu sais que tu vas faire le chemin avec lui et voilà. C'est beau comme ça, avec justement un musulman pratiquant, toi qui viens comme ça, de tradition chrétienne, avec ta foi à toi, quoi, tes convictions. Je crois que notre génération, elle a besoin d'exemples où on montre que, bah voilà, il y a des ponts entre nos traditions, il y a du lien, quoi. On a tellement plus à apprendre les uns des autres que... Exactement. Communautaire, tout ça, c'est très bien aussi, mais c'est vrai que s'ouvrir aux autres, aux gens différents, tout ça et tout, c'est
c'est génial, quoi. Le monde évolue. Et toi, justement, tu viens d'un monde comme ça où vous étiez tous ensemble. Enfin, je sais pas, moi, je viens de l'école publique, tu vois, et je considère que c'est une de mes principales chances d'avoir pu avoir des potes qui venaient, mais de tous les mondes, quoi. Il y en a qui venaient vraiment de familles très bourgeoises, cathos, pratiquants, voire même intégristes, et d'autres qui étaient vraiment des copains de l'ordinaire, quoi, de la cité d'à côté, certains sans foi, d'autres musulmans. Et ça, c'est une vraie chance, j'ai trouvé, et ça m'a fait devenir celui que je suis. Pareil, moi, je viens de région parisienne, hein, banlieue, donc plein cœur du 93. Pareil, grandi en quartier, avec beaucoup d'amis musulmans, beaucoup. De tout, des Renois, des Rebeux, quelques blancs. On était quand même quelques-uns dans le quartier. Et c'est ça qui a fait que, voilà, du coup, je peux m'adapter un petit peu à tout. Moi, je suis un espèce de caméléon. J'ai grandi donc dans ce délire un peu quartier. Très vite, j'ai compris que c'est cool, mais venez les frérots, il y a d'autres choses à faire. Allons sur Paris, allons nous ouvrir aux autres, allons faire plein de trucs avec plein de monde. Et du coup, j'ai eu des amis après de tout horizon. Et ce qui fait que maintenant, je peux m'adapter à tout style de groupe d'amis, de soirées. Et alors là, tu me parlais du monde musulman. Tu me dis qu'il fut une époque où vraiment tu avais beaucoup de potes qui étaient musulmans. Ouais. Et ça t'a jamais tenté cette radicalité que peuvent témoigner certains, justement, dans la foi, dans cette vie de prière, de dévotion? J'ai toujours connu des gens assez pratiquants. Et je trouve ça très stylé de faire les 5 prières par jour, ça te forme dans la rigueur, tu vois, d'être rigoureux dans ta pratique, puis c'est bien, tu dois te sentir bien. Moi je sais qu'à certains moments de ma vie, j'ai pu être un peu plus, entre guillemets, intéressé, un peu plus à la religion, vouloir être plus proche de Dieu, etc. Mais j'ai pas eu cette rigueur, j'ai pas tenu ce truc, peut-être m'intéressait pas suffisamment, pardon. Mais ça me, tu vois, j'étais pas... Il entend tout, il y a des micros directs connectés au ciel là. Je sais, mais ça m'intéresse, hein, mais voilà, j'étais peut-être pas non plus tout le temps assez rigoureux et tout, et donc j'ai toujours trouvé ça très fascinant et très cool, cette dévotion justement à la religion, tant que c'est quelque chose de mesuré, Oui, tu vois, on parle pas de tomber dans les extrêmes, quels qu'ils soient. Pas d'extrémistes, etc. Je parle des gens qui pratiquent bien leur religion, qui la font bien et qui embêtent pas les autres avec, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. C'est que toi justement, tu te situerais où un petit peu dans ton chemin personnel, spirituel? Je sais pas trop. Comme je t'ai dit, j'ai une famille chrétienne de base, je suis pas très pratiquant, j'ai été quelques dimanches à l'église, j'ai fait quelques communions, quelques baptêmes, etc. Donc je vois un peu comment ça se passe. Ouais. Moi-même, après, je n'ai pas pratiqué et continué le process. À un certain moment de ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai pu traverser des périodes un peu difficiles où j'ai eu besoin justement, où je me sentais très seul et j'étais très seul. Et du coup, je me suis tourné un petit peu vers la religion, où j'ai commencé à lire un peu la Bible, j'ai commencé à essayer de prier, à chercher 2-3 prières que je pouvais dire qui pouvaient moi-même me rassurer. Pour moi, la meilleure religion, c'est d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, d'être une version bien de soi, d'être bon avec les autres, de véhiculer des bonnes valeurs, des bienveillants, d'être, pas faire du mal aux autres, d'être respectueux, d'être ouvert, d'être tolérant. Enfin voilà, pour moi la meilleure religion, c'est ça, c'est d'être une bonne personne avant tout. Et après la spiritualité, c'est un peu propre à chacun. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à définir ma spiritualité, mais je sais que j'en ai une forte à certains moments. Et puis même dans ce que tu dis, moi je trouve ça hyper profond, c'est que déjà tu reconnais que notre monde, là, tout ce qui nous entoure, c'est pas le fruit du hasard. Tout ça là, c'est trop beau, ça peut pas être apparu juste comme ça. C'est quand même fou. Ça, je trouve ça génial. Ça me fait penser que moi aussi, tu sais, Dieu, dans ma vie, je viens d'une famille sûrement un peu comme toi, tu vois, on allait à la messe une fois, 2 dans l'année, à Noël ou à Pâques. Okay. Et genre vraiment, fin de collège jusqu'à début du monde des adultes, je suis plus beaucoup allé à l'église, hein. On m'y poussait pas trop à la maison. Et pourtant, pendant ce moment-là, j'ai eu 1 ou 2 fois où je me suis senti tellement mal que j'ai eu besoin d'aller voir un prêtre et d'aller me confesser à lui. Ça se trouve, c'est pour ça que je fais cette série là aujourd'hui. Mais tu vois, vraiment, des moments dans mon adolescence où j'étais juste perdu avec mes trucs totalement puérils, un petit peu limite. Et en fait, j'ai senti que c'était comme une main tendue dans ce qui était un peu de l'ordre du marasme ou quoi. Et en fait, moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je crois que c'est très sensé et qu'en fait, beaucoup de nos contemporains vivent ça. La conviction qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a sûrement un chemin, que tout ça, ça vise quand même à... J'aime bien quand tu dis bienveillant, on sent que c'est pour notre bien. Et celui de ceux qui nous entourent, c'est pas juste parce qu'il y en aurait un là-haut, barbu avec ses éclairs à la Zeus, qui nous aurait dit « fais ça ». Il s'en fout. S'il nous donne ça, c'est pour qu'on soit heureux. Enfin, il me semble. Je me rappelle d'être rentré dans une église, puisque voilà, j'étais dans mes pensées, je marchais, je me rappelle, et je suis passé devant une église, et je suis rentré dedans, et juste je me suis assis.
Et juste de me dire, en vrai, c'est bon, là, entre guillemets, t'essayes, ça va aller, t'es dans un truc où t'as pas besoin de parler, je savais pas faire de prière, je connaissais pas de trucs ou quoi. Juste, je me disais, juste pense, de toute façon, t'es dans un truc où ce que t'as dans ta tête là, sois juste sincère et en vrai, ça va, calme-toi ici. Genre, ça va te faire du bien. Je me rappelle l'avoir fait. Ça a de l'importance pour moi, sinon je ferais pas des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça résonne en toi, tu es sur la même longueur d'onde et non, je te comprends tout à fait. Il y en a combien qui sont pas chrétiens et qui pourtant rentrent dans des églises, parce qu'on en a encore pas mal qui sont ouvertes, Dieu merci, et qui juste prennent un temps comme ça, pour eux, dans cette petite un peu bulle d'éternité, un endroit offert, là, juste pour respirer sur un autre rythme, sur centré. Ah non, c'est top que tu nous partages tout ça, parce que je pense que vraiment, il y en a plein, c'est ça qu'ils vivent, quoi. Et tu le dis avec beaucoup d'humilité, et tu reconnais que, c'est toujours plus évident, on va le voir quand on est en galère, quand on en a besoin, et quand ça va bien, on a tendance à l'oublier un peu, quoi. C'était ça, donc je vais pas m'en cacher, hein. Salut, j'avoue, donc... Mais ouais, moi, c'était un peu ça, quoi. C'était vraiment dans les moments où t'es un peu en désespoir, tu te dis, mais rattache-toi à quelque chose de plus fort que tout. J'ai une théorie. D'accord, c'est ma théorie. Alors je me pose plein de questions. Je me dis, des fois, il y a beaucoup de gens mauvais qui font des choses mauvaises, qui font des trucs de fous, et toute leur vie, ils continuent à faire ça. Ils font ça, et jamais ils sont punis. Je me dis, soit c'est parce que Dieu dit qu'il n'y a plus rien à faire et que, laisse tomber, ils sont tellement dans le mauvais chemin que c'est compliqué, donc on réglera ça à l'addition à la fin, ok, au jugement dernier. Et je me dis, et les gens bien, dès qu'ils font des choses un peu mauvaises, tout de suite, retour de karma. Pour moi, toujours à chaque fois que j'ai fait des choses mauvaises dans ma vie, j'ai eu un retour de karma, mais quasiment instantané. Ah ouais. Enfin, instantané, à quelques jours d'intervalle. Mais à chaque fois, j'y pensais, genre, bon, c'est pas bien, mais quand j'ai eu des trucs avec des meufs où j'ai fait de l'adultère, où je trompais mes meufs, je me disais, oh, là, Dieu, il va me c'est fini. Là, je sais que il va m'arriver quelque chose. Et à chaque fois, il m'arrivait un truc, mais tu le crois pas. Des trucs vraiment où la meuf tombait sur un truc, un message d'une meuf qui revenait, machin, et qui mettait le doute, et après les questions, et après ça montait, et elle découvrait la vérité. Je me dis, mais comment c'est possible que ça se passe comme ça? Et j'ai eu toujours des retours de karma. Dans toutes les choses mauvaises que j'ai fait, à chaque fois, vraiment, j'ai eu le retour. Et je me faisais punir pour ça. La vérité finit toujours par éclater. Mais tellement. Donc du coup c'est pour ça que maintenant je me dis ça y est, maintenant reste droit, essaie d'être c'est pas pour ça que je mange jamais ou quoi, tu vois, mais j'essaie toujours d'être droit et quelqu'un de bien, quoi. Jésus il dit même fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi. Il va pas parler négatif, on se dit on va offrir à l'autre. Merci de parler du karma, parce qu'en fait je crois que pour beaucoup de nos contemporains ils pensent comme ça. Je fais le bien, je vais être rétribué, je fais le mal, je vais être rétribué en mal. Et alors nous c'est pas du tout chrétien, tu vois, cette pensée là. Et pourtant la vérité, moi j'en suis convaincu, elle finit toujours par éclater, et ça moi aussi je l'ai expérimenté plus d'une fois. Alors jamais en trompant qui que ce soit, j'ai eu d'autres défauts, rassure-toi. Et à chaque fois ça m'est revenu comme un retour de bâton. Je pense que notre Dieu il est pas comme ça, au contraire. Il y a une histoire là-dedans que Jésus à un moment il raconte, tu t'en as peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le fils prodigue. C'est l'histoire d'un jeune fils, genre adolescent insolent, il va voir son daron, il lui fait papa, file-moi tout mon héritage et tout, et je me casse. Donc le père il lui file tout, tu vois, il aime. Okay. Et puis il se barre, et alors il va dépenser ça au jeu avec les filles et tout. Il revient des mois après, mais genre comme une loque, quoi. Il a tout dépensé, il a plus rien, il se dit il y a que mon père qui va pouvoir me donner à manger, là voilà. Il retourne, et alors qu'il s'attendait à ce que son père il lui donne la pire des dérouillés et tout, son père il lui ouvre grand ses bras et il dit à son serviteur allez, sors tout ce qu'il y a au frigo, à la cuisine, on va se faire un gros banquet, on va se mettre bien. Et je pense qu'en fait Dieu c'est vraiment ça. Il sait que des fois poussé par nos pulsions, notre tentation intérieure, ou des fois même on répond au mal par le mal, et en fait si on est mauvais c'est parce que nous-mêmes on a été blessés au début. Lui il veut qu'une chose, c'est je crois qu'on soit heureux, qu'on soit bien heureux, d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans la religion. Et en même temps il y a aussi des fois où on sait qu'on fait le mal et la vérité finira toujours par éclater. C'est ça. Et ça je crois qu'il faut en faire l'expérience en fait quelques fois pour qu'on se dise non, quand je pense à tous les retours de bâton qu'il y a eu avant, même si c'est pas lui là-haut, la vie elle se charge de faire ça, donc c'est ça. Mieux vaut s'en garder, quoi. Exactement. Et alors toi t'imagines que ça se passe comment après? Alors ça on ressemble à quoi là-haut? En plus c'est un truc, on en parle souvent avec mes potes, souvent ce genre de discussion. J'aimerais tellement savoir et en même temps pas le savoir, parce que comment ça se passe, je sais pas. En fait je me dis que avant d'arriver sur Terre, on a été entre guillemets inactif, on a été mort entre guillemets des millions d'années, donc on n'avait pas conscience d'exister, etc. Moi ce qui me fait peur c'est de partir et c'est bizarre ce que je veux dire, mais et de m'ennuyer.
de plus être sur Terre. Alors que je serais mort, c'est n'importe quoi. Mais parce que je suis un peu convaincu que ton âme ne disparaît pas complètement, que ça s'éteint pas. Le corps, ok, peut s'éteindre, mais l'âme peut... je sais pas où elle va, je sais pas ce qu'elle fera, je sais pas si tu auras conscience d'être cette âme-là ou pas, je sais pas si tu te réincarneras, je sais pas si tu... Je sais pas, tout ça. Ça me fascine, d'une part, mais à côté, ça me terrifie. Donc, première question que je me demande, c'est comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Et ce serait quoi, toi, la version qui te plairait le plus? Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils te répondent justement sur ce qui nous attend après? C'est que tu dis, ouais, peut-être la réincarnation, peut-être comme ça, notre âme qui va dans une forme d'autre dimension, quoi. Je me dis ça, la réincarnation, je me dis que si c'est le cas, c'est-à-dire que là, ça se trouve, je suis à ma 30 000e vie, je sais pas, mais j'ai pas conscience d'avoir eu des vies d'avant. Donc, pourquoi pas? Si je rentre dans une nouvelle vie, un nouveau corps ou quoi, etc., très bien, comme ça, bah, tu continues à vivre et c'est cool. Et si t'as conscience d'être moi, là, Tom, et d'après que cette âme de Tom elle va quelque part et je sais pas où qu'est-ce qui me plairait le plus. En vrai je sais pas. Est-ce que tu ressens les mêmes choses? Est-ce que tu es triste de voir tes proches qui sont encore sur Terre, tes enfants ou quoi, et de pas pouvoir les trucs? Est-ce que tu es dans un monde où tu n'as plus accès à tout ça, mais tu peux quand même voir un petit peu comment ça se passe de temps en temps? Je sais pas, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais je sais pas, j'aimerais trop savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, ou alors est-ce que ton âme est complètement éteinte et tout ça n'existera jamais et c'est comme ça et tu n'es que sur Terre et après il n'y a rien d'autre? Je sais pas. Je pense vraiment pas que ce soit n'importe quoi. Au contraire, c'est des super questions que tu te poses et que l'homme se pose depuis 10 000 ans qu'on est homme. Quoi. Ouais. Alors, excuse-moi si ma question est un peu indiscrète. Ça t'arrive des fois de parler peut-être à des proches qui t'ont quitté, tu vois, genre grands-parents ou amis qui seraient peut-être déjà partis? Alors ouais, ça m'est arrivé. Genre au cimetière ou... Ça m'est arrivé. Pas au cimetière. Ça a pu m'arriver à certains moments, tu sais, avec des amis. J'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui sont décédés, à part mes grands-parents. Et 2-3 amis à moi qui ont pu être décédés. Et je me rappelle d'avoir pu... je sais pas si vraiment je parlais à voix haute comme ça, mais en tout cas je pensais à eux en faisant un truc, je disais putain, ça tu te rappelles, et je passais avec toi ici, on était là, enfin, mais d'avoir des fortes pensées. Après peut-être pas de parler, non, mais c'est ça que je mais veux de dire. parler dans ma tête, ouais, de dire putain frérot, c'est fou, je me rappelle qu'on était encore posés là, et enfin bref, après je passe et voilà. Merci de dire ça parce qu'en fait je crois que la plupart des gens à qui je pose cette question, ils me répondent tous quelque chose comme ce que tu nous partages, qui est l'expérience que je fais et que vivre, j'ai l'impression tous. Et pourtant, il y a des fois, certains, ils ont du mal à croire qu'il puisse y avoir une vie après la mort, alors que c'est les premiers à parler, au moins dans leur cœur, à ceux qui les ont quittés. Ou alors des fois, comme tu dis, on se demande un peu l'idée d'une réincarnation. Et c'est vrai que ce schéma un peu bouddhiste de hop, on se réincarne pour s'améliorer et tout, c'est beau de se dire qu'à chaque fois on revient, on est un peu upgradé, tu vois, c'est hop, je suis un peu mieux, meilleur, plus grand cœur et tout. Et en même temps, je crois que la version de ce que Jésus nous a appris, si c'est vraiment Dieu qui est venu sur Terre, c'est plutôt que t'es unique, quoi. Il t'a voulu là, tel que tu es. Et avec tes traits de caractère, ta façon d'être, ton petit sourire sournois et en même temps ton rire caustique. Et moi, je suis très convaincu que c'est toi et que c'est ainsi qu'il t'a voulu et que c'est ainsi que tu seras après, quoi. J'ai pas hâte de le savoir en même temps parce que j'ai pas hâte de mourir, évidemment. Mais ça me fait pas peur non plus. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie et parce qu'il faut l'accepter. Et il y a des choses bien après, c'est sûr, qui nous sont réservées, c'est sûr. Mais quoi, comment, je sais pas. On sait qu'on n'est pas fier de certaines choses qu'on a faites. Et moi, j'en suis convaincu, si c'est un Dieu d'amour, il peut pas nous faire la liste et faire « Oh, regarde Tom, là... Non, là, il va y avoir quand même un petit stage en enfer ou au moins au purgatoire. » Non, c'est pas ce qu'il veut. Mais en même temps, il nous dit « Il y aura un jugement. » Et en fait, moi, je crois, de ce que j'ai compris de mes quelques années d'études et de ce que me partagent les gens, qu'en fait, ce jugement, ce sera un peu nous face à l'amour, tu vois. Comme quand vraiment on a blessé notre mère, tu vois. Puis, j'étais petit, j'étais en CM1, et mon père me dépose en retard à l'école et à peine je saute de la voiture, je traverse et là j'entends un énorme camion qui pile, tu vois, sur moi. Mais je pense que je suis passé vraiment à 3-4 cm de la mort. Mon père, il a dû avoir un coup de sang de ouf. Bon, je vais passer ma journée à l'école, le soir je rentre. Mes parents qui me serrent dans les bras l'un après l'autre, mais à ne plus me lâcher pendant plusieurs minutes. Ouais. Je peux te dire que moi, j'étais hyper mal. Parce que je me disais au fond de moi, mais je mérite pas votre amour. Je vous ai trahi, je vous ai pas écouté, j'aurais dû faire... Et en fait, c'est moi qui me jugeais. J'avais fait la bêtise, eux, ils me donnaient de l'amour, et moi, je me jugeais, tu vois. Et je pense que ce sera un peu quelque chose de cet ordre-là. Quand on sera face à lui, juste, c'est cette puissance inégalée de bien-être et tout, on sera là à se dire, mais zut, ouais, en fait... C'est vrai. C'est vrai que le sentiment qu'on a avec nos parents, c'est un truc... assez unique et inégalable dans le sens où c'est vrai que il n'y a rien qui peut me faire plus culpabiliser que de vexer ma mère ou de... Il y a un peu ce truc où justement, c'est pas nos parents, c'est un peu notre père à tous, entre guillemets. Mais il y a aussi ce truc-là c'est vrai que c'est fort possible que ça se passe comme ça, qu'on ait ce sentiment-là en tout cas. Aujourd'hui, t'as combien, Tom? 30 32, ouais. 32. Il y a des choses, du haut de tes 32 ans, que
Que tu regrettes? Ouais, bien sûr. J'ai plein de regrets sur les choses que j'aurais pu faire différemment, que j'aurais pu mieux faire. Il y a des gens à qui j'ai fait du mal, à qui je regrette d'avoir fait du mal, parce que ça valait pas le coup, et voilà, je parle surtout beaucoup avec les filles. J'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses avec des filles, mais du coup je suis vraiment tombé à chaque fois sur des filles vraiment très bien, et je dis pas que je les ai toutes trompées, attention. Mais c'est vrai que même au-delà de ça, je parle pas forcément de tromperie ou d'adultère, mais tu sais, des fois t'es un peu, surtout moi, je suis un peu, tu sais, focus sur mon taf, dans mon monde, un petit peu égoïste sur mon temps. J'ai eu des filles qui ont beaucoup donné avec moi en relation, qui sont dévouées à moi, et moi j'ai pas toujours su répondre à ça. Avec ma famille, avec ma mère, des fois, maintenant je commence à le comprendre, et je commence à réaliser ça. C'est pour ça que maintenant je fais beaucoup d'efforts à passer beaucoup plus de temps avec ma mère ou quoi, parce que c'est vrai que voilà, pareil, ma mère elle a tout donné pour moi, elle a toujours été très, très investie, toujours. Donc des fois j'étais là dans mes projets, je calculais pas trop, et putain, ça fait quand même 2 semaines, je suis toujours pas allé la voir, quoi. Donc putain, faut au moins que j'aille la voir au moins 1 fois par semaine, tu vois. On a nos vies et tout, c'est compliqué, mais putain, c'est trop important, quoi, parce que le jour où justement elles seront plus là, il y aura plus que les yeux pour pleurer, et justement là je crois que j'irai sur la tombe, là. Là j'irai parler sur la tombe, et j'ai vu un truc qui m'a fait bader la dernière fois, t'as peut-être vu ça. C'est un espèce de calendrier avec des carrés, chaque carré représente une semaine, donc chaque ligne de 52 semaines représente une année, etc. Et t'as en fait toute ta vie, à peu près, admettons que tu vis jusqu'à 80 ans, tient sur une page. T'as les trucs cochés que tu as jusqu'à 30 ans, t'as celle où t'es un peu vieux, etc. Et t'as ton truc de vie qui te reste, et ça tient sur un bout de feuille comme ça. Et il y a celle de tes parents en parallèle, et tu dis qu'en commun vous avez plus que quelques, vous êtes dans les 10 derniers pourcents de relations que tu vas avoir avec tes parents. Ça m'a fait bader, et waouh, faut pas attendre en vrai quand t'aimes les gens pour les faire kiffer, pour passer du temps avec eux, c'est trop important. À la fois tu dis ça t'a fait bader, mais c'est une prise de conscience hyper salutaire. C'est que j'imagine que pour le coup, tu profites du moindre truc pour lui passer un coup de fil, aller la voir, etc. C'est ça, tu as un petit message tout le temps, en fait, tous les jours, c'est hyper important. Juste un petit cœur, une connerie, même si t'as pas le temps, il est tard, elle verra ça demain quand elle se réveille, ou il a pensé à moi. Juste qu'elle se dise ça, tu vois. Donc ouais, et puis après évidemment aller la voir, etc. Mais ouais, c'est hyper important. Mais franchement, merci de me le rappeler. Je pense que la mienne, elle va regarder l'épisode, et c'est vrai que je dois lui dire trop peu souvent, et pourtant, mais combien de fois je l'aime, et j'espère qu'elle le sait, mais nous les garçons, on a cette pudeur, on a du mal à leur dire, on a du mal à prendre le temps. Moi j'ai l'impression que ma sœur, elle l'appelle plusieurs fois par semaine, moi des fois je l'appelle 1 fois tous les 3 semaines ou tous les mois. Alors certes, on passe un vrai moment, mais il y a quelques années, c'est un groupe en plus un peu gentil, je crois que c'était Section d'Assaut qui avait fait une super chanson sur les mamans. Dis-lui que tu l'aimes avant qu'elle parte, quelque chose comme ça. Et c'est une des rares chansons de rap qui m'a fait pleurer, et je crois qu'encore aujourd'hui, elle continue de me faire pleurer chaque fois que j'entends, parce que c'est tellement juste. On est à un bout d'elle, jusqu'à la fin, on restera toujours, on n'est pas le nombril du monde, mais on est son nombril à elle, et elle serait prête à tout donner pour nous, quoi. Exactement. C'est les femmes de nos vies. Ouais, c'est vrai. Profitez de vos mamans, les gars, très important. Imaginons, tu retombes sur le Tom de 16 ans, tu lui dirais quoi? Je dirais, fais attention. Fais attention. À toi, t'es un jeune très, entre guillemets, turbulent. T'as de grosses capacités, ça se voit, ça se sent. T'as envie de faire plein de choses, mais fais attention à pas te perdre. Parce que le Tom de 16 ans, il s'est beaucoup perdu. Ah, mais il s'est bien retrouvé au final, 16 ans après. Ah non, il est top, hein, franchement. Non, il est fort. T'es passé par des années lycée un peu, galère Ouais, compliqué. J'ai eu un peu de tout, tu vois. J'ai eu une période un peu compliquée, adolescence, quartier, tout ça. Un peu. Tom d'avant, il était pas très bon. Il a vite compris après qu'il était très con, et qu'il fallait surtout pas être comme ça, que c'était pas ça la vie. On sent que l'école, c'est vraiment un univers qui vous est hyper cher à Yacine et toi, quoi. Ouais. C'est qu'à la fois, ça a dû être peut-être éprouvant par rapport aux jeunes un peu turbulents que t'étais. En même temps, ça a dû être super important, essentiel pour toi, pour que t'en parles autant aujourd'hui, que tu fasses autant de fiction autour. C'est ça. En fait, il y a un moment de notre vie, quand on est jeune, on passe plus de temps à l'école avec ses camarades, avec tous ses professeurs, etc., qu'avec même limite nos propres familles. L'école, c'est une partie, c'est ce qui est censé t'éduquer, c'est ce qui est censé te former sur plein de choses, c'est ce qui est censé, c'est le sas de l'enfance à la vie. Donc l'école, c'est génial. C'est les potes, c'est les filles, les premières copines, les premières relations, les premières histoires. C'est évidemment le parcours scolaire, ça on met de côté parce que sur l'éducation nationale et ce qu'on apprend, il y a des choses à redire, mais on n'est pas là pour ça. Mais voilà, en termes d'expérience humaine, l'école c'est incroyable, avec du recul, parce que quand on est sur le moment, des fois on s'en rend pas compte. Quand là t'es peut-être au lycée, tu nous écoutes, ou t'es à la fac, ou même au collège ou quoi, et tu te rends pas compte que c'est hyper important.
Et tu vas le voir des années après où moi je l'ai vu et justement j'ai fait cette introspection sur moi et j'ai analysé, j'ai fait mais en fait l'école c'est génial et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de jouer ce rôle de prof qui taxe ses élèves avec un côté aussi un peu bienveillant, un côté bon charreau, etc. Ça c'est des trucs. Mais l'école, moi ça me fascine, c'est génial en termes de relations humaines, c'est là où tu construis entre guillemets tes potes, tes relations, tes expériences, c'est ce qui va te forger entre guillemets au niveau caractère parce que c'est parfois dur. Donc je sais parfois il y en a qui peuvent se sentir un peu à part, un peu même harcelés ou quoi. Donc c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rigolo l'école en vrai. C'est un peu des fois c'est la loi du plus fort, c'est vrai. Mais l'école c'est une expérience qui de toute façon t'es obligé de vivre quand t'es en France. Et voilà, donc moi j'ai toujours eu ce désir un peu de faire des vidéos sur internet, sur les réseaux, quoi. Et alors dans une dizaine d'années, le Tom de 40 ans, tu l'imagines où continuer comme ça à se développer sur internet ou peut-être sur un autre type de projet ou... J'adore ce que je fais, ce que j'ai fait, jusqu'à là les bâtards à l'école, tout ça, mes séries, c'est mon humour, ça me ressemble, c'est cool. Mais je me vois pas jouer des rôles de charreau non plus à 40 ans, tu vois. Donc c'était cool quand j'avais 27-30 ans. Là maintenant je commence à avoir 32 ans, même sur mes stories Instagram, je commence à moins... Avant je parlais que de cul, un enfer, le mec il est trop charreau. Je jouais ce personnage, vraiment, alors que je suis même pas spécialement comme ça dans la vraie vie. Je suis un mec en vrai un peu, mais pas autant que je le suis sur mes vidéos. Donc j'ai un peu perdu ce personnage petit à petit parce que je grandis aussi, ça y est, j'ai envie d'autre chose, j'ai un peu envie de donner une autre image aussi. Donc le Tom de dans 10 ans, et je pense qu'il continuera toujours dans ce métier d'internet à évoluer. Peut-être que j'aurai peut-être des émissions, des trucs, une chaîne YouTube, je ferai d'autres styles de contenu et je ferai peut-être aussi j'espère un film, des séries. C'est mon souhait le plus profond. Donc j'aimerais vraiment faire ça et puis produire des petits jeunes, produire la nouvelle génération, être à l'écoute de tout ça, mais toujours rester dans ce milieu. Pour l'instant ça me plaît, j'aime trop, ça me fascine. Donc j'espère encore durer longtemps parce qu'à mon avis il y a beaucoup d'avenir dans le digital. Donc à mon avis je resterai là-dedans encore un petit moment. Inch'Allah, on y croit. Mais en plus ouais, je crois que c'est vraiment un de tes charismes ou de votre charisme à tous les deux avec Yacine de réussir à fédérer tout plein autour de vous. Enfin c'est comme si on vous voyait jamais tout seul tous les deux, mais toujours avec une équipe et à qui vraiment vous donnez presque régulièrement le premier rôle quoi. Et ça je trouve ça très fort de réussir vraiment à mettre l'autre dans la lumière pour vous peut-être vous effacer et laisser l'autre s'épanouir. Enfin tout le monde fait pas ça quoi. Il y en a qui aiment bien la lumière quoi pour eux. Oui, moi j'adore la lumière aussi. Hein. Mais c'est vrai que des fois il faut accepter que la blague la plus drôle c'est pas toi qui vas la faire. Il faut accepter des fois d'être au service justement du sketch en général, de la blague et du coup de ce perso, si c'est mieux, si c'est lui qui le dit, c'est mieux si ça marchera mieux. Et toi, sois juste là pour acquiescer, voilà, jouer ton rôle tout simplement. Il faut accepter des fois de ne pas être sur le devant de la scène. Ah, tu me fais prendre conscience de quelque chose que j'avais jamais percuté avant, mais ouais, en effet, il y a comme ça dans le cinéma et encore plus quand on le fait à plusieurs, une forme d'abnégation pour que le rendu soit le mieux possible. Eh ben, il faut que je laisse l'autre se valoriser, faire la blague, faire le trait d'esprit. Et moi, je ne suis que au service de ce qu'il va faire pour son bien à lui, pour le bien des autres. Et en fait, c'est éminemment l'amour, quoi. Enfin, en tout cas, de ce que j'en ai compris. Mais non, mais vraiment, c'est aimer, c'est pas juste kiffer, profiter de l'autre, de ce qu'il a à m'offrir. C'est avant tout aimer qu'il puisse aimer et être aimé par les autres. Et là, c'est beau de ce côté un peu presque sacrifice, quoi. Je me sacrifie pour que l'autre puisse kiffer. C'est un peu ça. C'est un peu toute mesure gardée. Je veux dire, tu t'es pas mis en croix. Mais la notion de... Ouais, c'est un peu ça. De toute façon, c'est du partage, hein, tout ça. De toute façon, si t'aimes pas la notion de partage, tu fais des vidéos tout seul dans ta chambre. Tu vois, donc c'est à partir du moment où ça marche qu'un temps, ça. Oui, c'est vrai. Et puis de toute façon, si tu joues avec des gens, etc., c'est du ping-pong. On se renvoie la balle, c'est de l'énergie, c'est du rythme. Par exemple, avec Kias, on se connaît tellement par cœur quand on joue que je sais pas, il y a une osmose, une alchimie où c'est un ping-pong parfait. C'est un jeu, un échange de trucs où on se tag. Je sais quand est-ce je connais son humour. Je sais quand est-ce parce qu'on parle beaucoup en impro. C'est pour ça que je te dis ça. Des fois, quand il y a du texte, ok, c'est cadré et tout. Mais après, souvent, on part en impro et voilà, c'est important de s'écouter aussi. Parce qu'une bonne impro, avant tout, c'est écouter l'autre. C'est fou que tu dises ça parce que quand on revoit justement vos sketchs, ça nous paraît tellement scénarisé et les punchlines tellement ciselées qu'on n'imagine pas que ça puisse être de l'impro. Je te jure. Et avec tous les petits slow motion que tu nous mets, les trucs et tout, mais on croirait que tout ça, vous l'avez ruminé pendant des nuits entières. Et en fait, ça sort comme ça, quoi. Si tu savais, ah ouais, vraiment.
On a, si tu veux, des fois une trame un peu scénaristique où on se dit vas-y, je vais faire un sketch sur ça. Et ça y est, c'est 2-3 notes dans le téléphone, ça va pas plus loin. C'est très rare qu'on fasse à part pour des séries un peu plus construites où là oui on fait des scénarios et tout, mais sinon les bâtards à l'école c'est quasiment full impro. Les meilleures idées elles viennent sur le tas. S'il y a un truc qui se passe, quelque chose de magique quand la caméra s'allume et que c'est le action et tu sors ta phrase, machin. Et après, tu sais, moi mon cerveau il sait pas où il va des fois. Je le laisse aller, tac tac tac, et ouah, ça part loin. Des fois c'est abusé et tu gardes pas. De toute façon le montage est là pour ça. Mais des fois ça donne des punchlines magiques où après les gens les reprennent et tout et tu te dis putain, je suis fort. Mais il faut être un peu fier de soi. L'orgueil, ça peut être mal placé, mais la fierté, c'est voilà, il y a quelque chose qui a été donné à travers moi pour faire kiffer les autres. Et ben rendons grâce quoi, tout simplement. C'est important pour la confiance, c'est important. Purée grave. Mais alors pour le coup, avec cette qualité, cette capacité comme ça d'improviser tout le temps et tout, ça t'a jamais donné envie de monter sur scène et hop quoi, stand-up? Ah si carrément. En fait le truc c'est que la scène on en a déjà fait un petit peu. On a fait des projections ciné où nous on était toujours dans ce délire on veut pas trop faire de stand-up, on veut faire des événements avec des gens mais au cinéma. Donc on faisait nos propres films qu'on diffusait au cinéma, de toute façon propres films, des petits courts-métrages, des sketchs et tout, tu vois. Mais qu'on diffusait au cinéma, on louait la salle de ciné, on faisait des événements comme ça. Bon. Et on s'essayait un peu sur scène avant, tu vois, à faire un petit sketch de 10-20 minutes. Et c'est un kiff, on a toujours adoré ça, on a ce truc avec la scène où on sent le truc, on est à l'aise, on y va, on a pu animer quelques événements aussi dans nos vies, donc on aime ça. Et il y a jusqu'à encore pas longtemps, jusqu'à l'année dernière, on devait faire une pièce de théâtre. On a cette envie de la scène, ça nous démange. Après, on est très occupé aussi avec nos vidéos, donc il faut trouver le bon timing et tout, parce que c'est très prenant. C'est une charge mentale de fou quand même, hein, la scène. Donc, faut être prêt. Mais ouais, c'est un truc tôt ou tard, on le fera. Je me souviens, je crois que c'est Fernandel. Il y a une vidéo qui tourne comme ça sur Internet. On le voit répéter la même phrase dans 5 ou 6 émotions différentes. Okay. Tu serais capable comme ça, genre je sais pas, Dieu te bénisse. Tu as juste cette phrase, Dieu te bénisse, sous plein d'angles différents, tu vois. Ok, vas-y. On va essayer. Perf d'acteur, c'est parti. Alors vas-y, on commence par quelle émotion? Le rire. Dieu te bénisse, hein. Le sérieux. Dieu te bénisse. Le vénère. Dieu te bénisse. Putain, c'est fou, on peut dire Dieu te bénisse en mode vénère. Ouais. Si, que Dieu te bénisse, quoi. Tristesse. Que Dieu te bénisse, quoi. Ah purée, il est bon, on y croit. Hein. Excellent. Putain, ça va être dur pour toi. Je peux te poser une question aussi? Vas-y. Toi, du coup, t'es marié, t'as le droit de te marier? Moi, je suis totalement célibataire. Okay. Dans l'église catholique romaine, tu vois, nous, on dépend du pape, on a fait le choix du célibat. Il y a d'autres prêtres que tu vas rencontrer, peut-être au Liban, en Égypte, eux, ils ont peu faire le choix de se marier. Mais nous, non, on s'est engagé au célibat toute notre vie. Toute ta vie, genre, t'auras jamais de meuf? Non. Enfin, a priori, je me suis engagé à ça. Je peux te dire que ça fait quoi maintenant? 15 ans que j'expérimente ça, 14 ans. Et je crois que ça... Franchement, je me sens hyper bien. C'est vrai. Et j'ai pas l'impression que ça me manque. Parce que pour moi, ça a tellement une place importante dans ma vie, les relations, les dates, le sexe, tout ça, que quelqu'un qui est un peu à l'opposé de ça, ça me fascine un peu de savoir. Surtout que t'es plutôt jeune, tout ça, t'es beau gosse, tu dois en faire tomber des meufs. Et je me dis, putain, mais comment il fait pour pas qu'il crame? Ça va faire bientôt 4 ans que je suis prêtre. Je crois qu'il n'y a jamais aucune meuf qui m'a dragué, en tout cas ouvertement. Il y en a quelques-unes qui voilà, ont cette proximité et je sens que ça leur fait du bien. Et puis moi aussi, honnêtement, voilà, ça me fait plaisir de ressentir ça. Mais non, j'en ai jamais aucune qui... Ok. Non. Ouais, après peut-être que c'est le statut, elles se disent que bah vas-y, c'est mort, c'est chaud quoi, je peux pas... Ça se trouve, c'est ça. Ouais. Mais des fois, on dit aussi justement, l'interdit, ça rend attractif, ça tu vois. rend ouf. Il y a une question que j'aime bien poser de temps en temps, c'est... Toi, tu serais quel super-héros, Tom? Avoir le super pouvoir de... Genre comme ça, tu fais clac et tu disparais. Mais Dieu t'en servirait pour faire quoi? C'est une bonne question ça. Ouais, c'est que là pour le coup ça peut être pour faire des trucs chelous là. Hein. Non, alors rien de bizarre. Je sais pas, rentrer dans un avion, on me voit pas et j'atterris dans un truc, hop, j'ai pris l'avion gratuit. Des bêtises, hein, c'est nul, hein, mais de fou. Je me rends compte, il est nul ce super pouvoir. Non, des fois juste disparaître dans ne pas être vu, genre, je dis pas qu'attention tout le monde me regarde, hein, loin de là. T'as quand même une certaine notoriété. Est-ce que c'est pas des fois un peu pesant d'aller
d'aller faire ses courses et puis d'avoir comme ça 2 personnes qui te demandent un selfie ou... Bah, pesant, c'est un bien grand mot, hein. On m'arrête pas non plus tous les 4 coins de rue, mais oui, par jour, si, un peu, mais c'est cool, moi j'aime trop, en vrai, c'est le jeu en même temps, tu vois, j'ai fait ça pour ça, si tu fais ça, si tu t'exposes autant, à un moment, c'est que t'as envie d'un certain amour des gens, t'as envie d'un certain succès, donc je le prends trop bien, moi j'aime trop. Il y a des moments, c'est plus relou que d'autres, forcément, des fois t'oublies que t'es connu et que quand tu vas juste acheter une brique de lait au supermarché, tu t'es pas lavé les dents et que t'as une capuche, tout ça, et des fois j'oublie, donc maintenant j'essaie de m'apprêter un minimum à chaque fois que je sors, parce que potentiellement je vais me faire reconnaître. Où que j'aille, je vais me faire reconnaître de toute façon. Donc voilà. Après les gens sont toujours bienveillants, sont cool. Après c'est relou en soirée des fois, quand les gens sont bourrés, ils sont très tactiles et très... Ouais, les haters et tout, ça va, tu digères facilement? Ouais, fou, franchement, tu sais que je lis très rarement déjà les commentaires, je lis la première heure, un peu voir si ça marche, les gens s'ils aiment bien. Après c'est vrai que je reviens pas dessus, quoi. Il n'y a pas de haters. Alors pour moi les haters, tous ceux qui disent t'es une merde, fils de pute, des bêtises comme ça vaut rien, c'est pas grave. Tu vois, j'ai pas 16 ans pour que ça me touche. C'est pas grave, tu vois, limite ça me fait rire. Si tu vois les photos de profil, c'est des gens de 14 ans. Tu sais que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, quoi. Voilà, exactement. Je suis plus limite un peu de peine, un peu de... c'est pas grave, il est bête un peu, c'est normal, à 14 ans t'étais pareil. Mais après quand c'est des gens qui te font des vraies critiques, même négatives, hein, mais constructives, qui disent là franchement les gars c'est nul en ce moment ce que vous faites, il y a une grosse baisse de qualité au niveau du son, au niveau de l'image, ça sent que c'était à créer à l'arrache, des trucs un peu méchants, mais vrais, parce que des fois c'est vrai qu'on se retrouve dans des trucs où on n'a pas sorti que des chefs-d'œuvre, hein. Donc forcément tu te dis non, faut écouter les gens, il faut écouter ta communauté, les gens qui te suivent et respecter les gens justement qui te suivent et qui te disent des critiques négatives. Donc justement j'adore même lire ça, et voilà, hein, c'est bien des fois de redescendre sur terre et t'es pas le boss, hein. Donc fais gaffe et sois toujours constant dans ta qualité, dans ton travail, et quand tu fais des mauvais trucs, t'as le retour. Franchement, merci Tom pour tout ce que tu as partagé. Il y a une petite tradition à la fin, c'est de te proposer, si ça te dit, de piocher une petite parole de Dieu. Tu vois, on a roulé des petits bouts de passages de la Bible. Okay. Est-ce que ça te dit de voir ce que Dieu te dit aujourd'hui? Avec grand plaisir, j'ai très hâte de savoir. Hop, je vais chercher un peu en dessous parce que je suis un mec compliqué. Alors, j'aime trop, je trouve que ça va être un truc complètement en rapport avec ma life. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On en revient à cette notion de bienveillance, très importante pour moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas beau ce qui se passe là? Ça retombe exactement, ouais. Je crois que tu es sûrement un de ceux avec qui on a le plus dans ce confessionnal parlé de cette question des sentiments, des filles, de l'amour de la maman, de l'amour de notre vocation. Et tu retombes sur cette phrase. C'est vrai. Et c'est profond, carrément. Cette notion d'amour, c'est vrai que c'est hyper important pour moi. En fait, c'est un peu le moteur de la vie, de tout. C'est horrible de ne pas être aimé. C'est horrible de ne pas avoir d'amour, de ne pas aimer, de ne pas donner de l'amour, de ne pas en recevoir. Je pense qu'on est des humains avec des sens développés dans ce sens-là, sans le jeu de mots. Mais on est fait pour... On n'est qu'amour ou pas, mais on est fait pour recevoir, donner. C'est trop bien d'être amoureux, c'est trop bien d'aimer sa maman, tout ça, quoi. Pendant une dizaine d'années, j'ai cherché vraiment le sens de la vie. Et je faisais suer tout le monde, hein, vraiment. Mes proches, j'étais là, mais c'est quoi pour toi le sens de la vie? Et en fait, je crois que ça se résume en un seul mot. Aimer, quoi. Ouais. Aimer. Si le matin, quand on se lève, on n'aime pas ce qu'on fait, ceux avec qui on va le faire, autant rester au fond du lit, quoi. Enfin, il n'y a que ça qui donne du sens, du goût et du prix à nos existences, quoi. C'est vrai. Aimer. Il faut être heureux. Heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer ce qu'on est, ce qu'on fait. Purée, chapeau. Est-ce que tu te sentirais que je finisse par une petite prière? Tu m'as dit tout à l'heure que tu savais pas forcément quoi dire, quoi faire dans une église ou quoi. Eh ben, juste laissons-nous porter. Okay. Seigneur, juste, j'aimerais que tu puisses regarder le cœur de Tom. T'as vu tout ce qu'il vient de nous confier? T'as vu à quel point son cœur est sincère, sensible, et il a juste envie de dévorer, de croquer la vie que tu lui donnes, que tu lui offres. Tu vois la pureté de son intention, de son âme. Peut-être aussi les quelques fois où il s'est perdu. Mais s'il te plaît, offre-lui de pouvoir goûter à tout le bonheur que tu veux lui partager. On sent que c'est un homme bon, qui a envie de faire partager sa bonté à ceux qui l'entourent. Eh bien oui, s'il te plaît, offre-lui ce qu'il faut de grâce et de lumière pour l'aider à avancer plus confiant vers tout le bonheur que tu veux lui partager. Amen. Amen. Eh bien vraiment, merci Tom. Merci. Franchement, c'était un super moment.